Au Dienné, dans le nord-ouest du pays, les déplacements à motocyclette ne vont bientôt plus exister car les taxis sont de plus en plus prisés par les populations. Toujours en Côte d'Ivoire, une enquête sur l'évolution du niveau et des conditions de vie des populations. C'est une initiative du Centre de recherche et de formation sur le développement intégré. Enfin, 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique concluent un accord. Mais quel est le contenu du pacte germano-soviétique? On en parle en fin de journal. Merci de suivre RTI2. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, les motocyclettes ne seront bientôt plus utilisées pour les déplacements des populations à Haut-Dienné dans la région nord-ouest du pays. En effet, pour éviter les accidents moto, la municipalité a mis récemment en circulation deux taxis destinés au transport payant des usagers. Cette mesure est encore au stade expérimental, mais les résultats sont étonnants. Regardez. À Haut-Dienné, capitale de la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, les motos sont les maîtres de la circulation. Pour se déplacer, les populations ont recours aux mototaxis, ce qui n'est pas sans risque. Ces engins à 2 ou 3 roues sont en majorité la cause des accidents de la route. Ici dans le Kabadougou, nous intervenons beaucoup plus au niveau des AVP, accidents de la voie publique, par moins d'une quarantaine. C'est la méconnaissance en fait du code de la route. Nous allons vraiment nous atteler à les sensibiliser au port de casque et puis vraiment à rouler vraiment avec beaucoup de prudence. Sensibilisation pour éviter des cas d'accident, mais autre possibilité s'annonce pour la mobilité des populations, les véhicules taxis, une initiative des autorités municipales. Haut-Dienné a été doté depuis 2015 d'un aéroport international. Et cet aéroport-là reçoit 2 vols par semaine et par moment, quand nous avons des activités, plus de 2 vols par semaine avec la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent de d'autres villes à Haut-Dienné pour passer des week-ends, passer des longs week-ends. Et à l'aéroport, vraiment pour le nord d'Haut-Dienné, il fallait que nous ayons des taxis dignes d'Haut-Dienné. Et nous espérons que le privé va suivre après et que nous aurons des compagnies de taxis pour pouvoir équiper la ville pour que le problème de mobilité soit un problème définitivement résolu. Les taxis sont actuellement à l'essai dans la ville et déjà des habitants conquis. Nous sommes en joie aujourd'hui. On ne va plus se déplacer à moto pour aller à l'hôpital ou au marché. C'est un grand geste de la mairie pour soulager la population. Dès qu'il y a un taxi là même, trouve la même, moi aussi je vais ouvrir le taxi en même temps. Donc il a attendu, il fait tout possible pour faire permis aussi et ouvrir le taxi voiture. Il y a nos clients qui souffraient, quand ils viennent aller à la maison, souvent il y a la pluie, c'est un moto-taxi qui est là. Il y a beaucoup qui ne supportent pas l'arrivée de les taxis, les nouveaux taxis à Haut-Dienné. Vraiment, on ne sait pas comment il faut le remercier. Le mot nous manque. Oui, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on serait toujours à l'heure au travail. On ne serait plus obligé de prendre des taxis motos. Ça va beaucoup éviter les accidents. Les taxis à Haut-Dienné, une contribution au rayonnement de la commune. La ville s'ouvre de plus en plus au monde. Elle a abrité en mai dernier le Forum régional des villes intermédiaires. L'événement a réuni plusieurs pays africains. Voilà des précisions de Moussa Konaté. 1er septembre 2017, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la fête de Tabaski. Mais avant cet événement, et pour lutter contre la vie chère, il faut prendre des mesures. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de supprimer les faux frais sur le convoyage des ovins et bovins. Des directives ont été données hier aux acteurs de la filière bétail-viande. C'est un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Abattoir de Port-Boué. À 10 jours de la Tabaski, la fête du mouton, ce n'est pas la grande affluence. En attendant, Amadou a déjà fixé le prix de vente de ses moutons. Les prix sont abordables pour tout le monde, de 50 000 jusqu'à 500 000, ça dépend de la poche de tout un chacun. Des prix qui varient d'un marchand à un autre et souvent jugés trop élevés par les consommateurs à la veille des fêtes. Bokoum, un des chefs du parc à bétail, en donne les raisons. Une fois qu'il y a les fêtes, les transporteurs, le prix là, il augmente. Donc on est obligé d'augmenter un peu aussi. Parce qu'avant, on peut payer, comme en venant, un camion, 300 000. Et si ça passe jusqu'à 700 000 ou bien 600 000, vous voyez ce que ça fait. Mais il existe d'autres raisons au surenchérissement des prix.
Il s'agit, à en croire le ministère du Commerce, de la forte implication d'intermédiaires, des tracasseries routières et autres perceptions illicites. La rencontre avec les acteurs de la filière bétail a été l'occasion pour le directeur du commerce intérieur de rappeler les dispositions prises pour lutter contre ces faux frais. Il est important de rappeler à l'ensemble des acteurs l'ensemble du dispositif de lutte contre les faux frais dans la filière bétail-viande, à travers donc l'unité de lutte contre le racket, avec l'appui des préfets, des forces de l'ordre, pour, je dirais, sécuriser les routes d'approvisionnement et permettre donc au bétail de pouvoir arriver dans les marchés terminaux sans trop d'entraves. Des mesures qui ont rencontré l'approbation des acteurs de la filière. Les décisions sont très bonnes, mais il faut les appliquer sur le terrain, qui n'est pas aisé. Mais nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Nous sommes prêts à faire venir beaucoup de commerçants afin que le marché soit abondamment ravitaillé. Selon les acteurs de la filière, ces mesures du gouvernement, si elles sont respectées, contribueront à faire baisser le prix du mouton. Autre actualité, comment vivent les populations en Côte d'Ivoire? Quel est le niveau de pauvreté dans le pays? Une enquête a été réalisée par le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré. Il s'agit pour cette organisation non gouvernementale d'évaluer le niveau de vie des populations. Les explications de Patricia Oumouetia. 55% des Ivoiriens s'informent par la télé, 47% par la radio et 59% dénoncent la corruption. Ces chiffres sont entre autres les résultats de l'enquête d'opinion réalisée par l'ONG Centre de recherche et de formation sur le développement intégré. Cette étude a porté sur 3 thématiques: les conditions de vie économique des Ivoiriens, la corruption et l'accès à l'information. L'échantillon, c'est 1200 répondants. Donc les strates, il y a le milieu de vie, c'est-à-dire urbain, rural, et puis les régions. Lorsque nous essayons de capter un peu leur impression par rapport à l'avenir du pays au niveau économique, ils répondent en majorité que c'est bon. L'enquête Afrobaromètre a pour but de servir aux décideurs comme outil de décision, comme outil aidant à la prospective, c'est-à-dire à la programmation, à la planification. Elle a pour but aussi de servir aux organisations de la société civile. L'enquête d'opinion sur les conditions de vie économique des Ivoiriens, la corruption et l'accès à l'information a duré 1 an. L'objectif est de contribuer à améliorer les politiques publiques pour une bonne condition de vie des populations. Bouaké, dans la région de Bouaké, 85 professionnels de la santé ont bénéficié récemment d'une formation sur la couverture maladie universelle et la gestion du panier de soins. La CEMU, faut-il le préciser, est un système de protection contre le risque maladie au bénéfice de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Alerte à la fièvre jaune en Guyane. Un cas a été recensé dans le pays pour la première fois depuis 1998. À noter également que la personne infectée est décédée. Le virus de la fièvre jaune se transmet par la piqûre de moustiques infectés. Des affrontements la nuit dernière entre migrants africains et afghans lors d'une distribution de nourriture à Calais. C'est dans la région nord de la France. On dénombre environ 21 blessés. Découvrons à présent le quotidien des populations hindoues du Pakistan. Des milliers d'entre elles, victimes de persécutions religieuses dans ce pays, se sont enfuies en Inde voisine. Elles espéraient une vie meilleure, mais elles ont vite déchanté car en Inde, elles subissent les lourdeurs bureaucratiques. À quelques kilomètres des maisons bleues de Jodhpur qui font la fierté du Rajasthan, des campements d'émigrés hindous venus du Pakistan. Depuis 70 ans et la partition entre l'Inde et son voisin majorité musulmane, ils sont des milliers à avoir traversé la frontière pour des raisons religieuses. L'hindouisme était en train de mourir là-bas. Ils enseignaient l'arabe et convertissaient les hindous. Notre vie est bien meilleure maintenant. La nationalité indienne s'obtient au bout de 7 ans, pendant lesquels il leur est interdit de quitter le Rajasthan. Mais pour certains, l'attente est bien plus longue. Jogdas a manqué d'1 jour la date limite pour déposer sa demande de citoyenneté,
Depuis plus de 10 ans, il est apatride. Si je dois payer le prix pour avoir dépassé d'un jour la date limite, pourquoi est-ce que le gouvernement ne ferait pas de même pour avoir retardé ma citoyenneté de 11 ans? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous reconnaît pas comme citoyens? Sans papier, une fois leur passeport pakistanais expiré, la plupart des immigrés vivent dans des logements illégaux, sans eau ni électricité, et travaillent dans des carrières de pierre. Kana Ramji est devenu citoyen indien en 2005, mais vit toujours dans un logement illégal. On n'a jamais rien reçu, et on erre d'un endroit à l'autre comme des vaches. Alors on arrive à survivre en travaillant dur, on ne meurt pas de faim, mais on ne vit pas comme des êtres humains. L'Inde n'a pas signé la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et refuse de leur reconnaître ce statut. L'arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi, pro-hindou, a suscité des espoirs vite déçus. Alors oui, il a accordé des choses, mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. On attend toujours de les voir appliqués sur le terrain. Plus de 500 000 émigrés hindous vivent actuellement au Rajasthan. Certains, découragés, finissent par retourner au Pakistan, où ils représentent 1,5% de la population. Enfin, 23 août 1939, signature à Moscou du pacte germano-soviétique. Cet ensemble d'accords diplomatiques et militaires entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique comportait également une clause secrète. Les explications de Herman Yamia. Les premières initiatives belliqueuses de Hitler s'accompagnent, comme il va de soi, d'un brutal regain de tensions en Europe. Staline soupçonne les Occidentaux de vouloir détourner vers l'Est les appétits de conquête de Hitler. Il croit voir dans le lâchage de la Tchécoslovaquie à la conférence de Munich en septembre 1938 la confirmation de ses craintes. 5 mois après la conférence de Munich, commence à émettre des revendications sur la Pologne et réclame en particulier Danzig, ville libre selon les termes du traité de Versailles de 1919. Le couloir de Danzig assure à la Pologne un accès à la mer, mais présente pour les Allemands l'inconvénient de séparer la Prusse orientale du reste de leur pays. Le 15 mars 1939, la Wehrmacht entre à Prague et transforme ce qui reste de la Tchécoslovaquie en une colonie allemande. Le 23 mars 1939, accessoirement, elle occupe le district de Memel en Lituanie. Ce petit territoire germanophone est de chef rattaché à la Prusse orientale. Pour circonvenir la menace allemande, Staline négocie d'abord un rapprochement avec les Français et les Britanniques. Un projet d'accord est bouclé le 22 juillet 1939, mais le dictateur refuse de le signer car les Occidentaux n'autorisent pas ses troupes à entrer en Pologne et en Roumanie en cas d'agression allemande. De dépit, Staline change son fusil d'épaule et le soir du 19 août annonce à son Politburo son intention de signer un pacte de non-agression avec son turbulent voisin. À Berlin, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères depuis le 4 février 1938, convainc Hitler que les Occidentaux sont trop timorés pour jamais oser répondre aux provocations allemandes et l'entraîne dans un rapprochement avec Staline en vue du dépeçage de l'Europe centrale. Lui-même se propose d'aller à Moscou négocier un partage de la Pologne et des pays baltes. Le 21 août 1939, Berlin propose officiellement à l'URSS un pacte de non-agression sous le prétexte de mettre un terme aux provocations de la Pologne. Le pacte est bouclé 3 jours plus tard par von Ribbentrop et son homologue soviétique Vyacheslav Molotov. Il est conclu pour une durée de 10 ans. Les thèmes méritent d'en être rappelés. Les autres parties contractantes s'engagent à s'abstenir de tout acte de violence, de toute agression, de toute attaque l'une contre l'autre, soit individuellement, soit conjointement avec d'autres puissances. Le pacte inclut une aide économique de l'URSS à l'Allemagne avec d'importantes livraisons de blé, pétrole et matières premières. Celles-ci se poursuivront jusqu'à la rupture du pacte 2 ans plus tard. Une clause secrète prévoit le partage de la Pologne en zone d'influence allemande et soviétique, la limite passant par les fleuves Narew, Vistule et San. Une autre clause secrète prévoit la livraison à l'Allemagne nazie des militants communistes allemands réfugiés en URSS. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à RTI2.